Est-ce que vous avez déjà vu un jeu dans lequel l'odeur de votre personnage peut vous impacter en fonction de la direction du vent? Bah moi non. Et pourtant c'est bien une des nombreuses mécaniques de RDR2. Je vais vous montrer, c'est impressionnant. Mais avant de partir à la chasse, on est allé à la planque des O'Driscoll. Là-bas, on a décimé la bande sur place avec notre carabine à répétition. En fait, c'est un fusil Winchester. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'anecdote des Winchester qu'on appelait les One of 100? Mettez en commentaire vos guesses et on en reparle dans une prochaine vidéo. Une fois qu'on a trouvé la carte et les dynamites qui sentent bon, on a commencé par une chasse à l'homme dans une pénombre, je dois le dire, assez satisfaisante. Et c'est bien le lendemain qu'on est allé chasser. Alors cette fois, non, on n'a pas utilisé la Winchester, mais on a utilisé un bon arc bien rustique. La mécanique de chasse, elle est folle. Laissez-moi vous la présenter rapidement. Ok, vous connaissez les 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Bon, je détaille pas le goût et le toucher. Si les bêtes nous touchent ou nous goûtent, bah elles détalent évidemment. Mais à la chasse, elles peuvent nous voir. Donc on se déplace accroupi. Basique, vous me direz. Elles peuvent aussi nous entendre. Donc, bah on court pas et on utilise un arc avec des flèches. Simple, vous me direz. Ouais, mais moi j'ai pas les bases de la chasse, donc j'apprends. Et attendez, il manque un sens, l'odorat. Eh bien oui, les bêtes, elles peuvent nous sentir. Et pas uniquement si on les approche. En fait, il faut chasser le vent de face. Et ça, c'est un détail qui m'a bluffé. Alors oui, on a un œil de lynx qui nous permet de visualiser les traces et de traquer les animaux et de voir notre odeur fétide de hors-la-loi malpropre se répandre dans l'air comme un durian dans le métro. Bon, et puis après, c'est dans cette deuxième partie du chapitre 1 qu'on va faire notre premier casse. Hold-up, attaque digne d'un vrai bandit, quoi. Vous vous souvenez les dynamites qui sentent bon? On les a mises sous les rails. Je vous laisse ces quelques secondes au goût de bande organisée du petit matin dans un paysage magnifique. Objet... Voilà. Les gants, ok, le masque. Je me mets mon masque. Ça part. Le voilà qui arrive. Gentlemen, It's time. it's time. Premier braquage. Good luck, all of you. You all know what to do. Ça. Here we go. Ah, c'était sûr en fait, c'était sûr. No! What? God! Oh, you have got to be Évidemment, c'est moi qui ai relié la dynamite, ça fonctionne pas, et c'est en montant cette vidéo que j'ai compris pourquoi ça tirait un coup sur deux. En fait, il faut un clic de souris pour armer le chien et un clic pour tirer. Je me suis senti bête, un peu comme dans la séquence qui suit. That's what we're doing, kid. Ah, il m'a bien eu ce bâtard. Ah. F, inverser la prise. Il y a 2 étapes. Bon bah, est-ce que vous êtes bien installé dans votre canapé? Est-ce que vous avez de quoi boire un coup? Parce qu'on est parti pour un petit moment, je crois. Allez! F. C'est pas compliqué, j'appuie sur F. Là, je regarde. Ah voilà, faut regarder. Et là, F, je regarde F. Ah voilà, c'est ça part. Et voilà, la suite n'est que formalité. On entre dans le wagon privé de Leviticus Cornwall. On récupère ses obligations. Une obligation, en gros, c'est de l'argent sous une autre forme. C'est un peu complexe. Peut-être qu'on en reparlera si le système financier du jeu est aussi complexe que ses commandes. Mais on verra. Et puis, pour l'honneur, je décide d'épargner les gardes. Dodge est heureux. La bande est tirée du froid de l'hiver. Et pendant qu'on se dirigeait vers un nouveau chez nous, ça m'a fait penser à l'expédition Donner. On va profiter de ce petit voyage en wagon pour vous parler un petit peu de la Donner Party. L'expédition qui vire à l'horreur absolue. Alors restez bien jusqu'à la fin pour comprendre la catastrophe. Ok, imaginez ça. Vous êtes en 1846, vous avez tout lâché. La maison, le confort, les potes, et parce qu'on a entendu dire que là-bas, en Californie, c'est l'Eldorado. On parle pas d'or, c'est juste une vie meilleure et un espoir poussé par une certaine destinée manifeste. C'est une notion clé de l'époque. En gros, pour la faire courte, les Américains, ils ont cru que c'était de leur devoir et de leur droit divin d'amener leur définition de la civilisation dans l'ouest de l'Amérique. Donc il y a des terres fertiles, il y a du soleil, et en fait c'est une nouvelle vie qui les attend. Alors, vous préparez votre chariot, vous dites au revoir à tout ce que vous connaissez, et vous vous lancez dans le grand voyage de votre vie. Et c'est exactement ce qu'ont fait les familles Donner et Reed. Sauf que, spoiler alert, leur road trip tourne à la pire histoire d'horreur de l'ouest américain. Ils partent confiants, prêts à traverser des milliers de kilomètres, et là, bam, un mec. Lansford Hastings,
il leur vend un soi-disant raccourci pour aller plus vite. Le truc sur papier, ça a l'air génial. C'est une route directe, avec moins de temps, moins d'efforts, mais forcément, qui dirait non à ça? Mais voilà, le raccourci, en fait, c'est une vraie arnaque. Genre, tu t'imagines éviter les bouchons et tu finis coincé dans un embouteillage infernal. Sauf qu'ici, l'embouteillage, c'est des montagnes, des forêts denses et un désert de sel en mode Survivor extrême. Lance Hastings, il voulait faire du business avec un ami à lui qui avait une entreprise sur la route et il comptait générer du profit, quoi. Donc les deux familles, Donner et Reed, ils galèrent tellement qu'à certains moments, ils avancent à peine de 2,5 km par jour. 2 km. Imaginez, tirer un chariot toute la journée avec votre famille affamée juste pour finir épuisé au même endroit que la veille. Et le pire, c'est le désert. En fait, le Great Salt Desert, il n'y a pas d'eau, tout le bétail il crève, certains animaux ils s'enfuient, les chariots, ils sont littéralement en train de s'enliser dans ce cauchemar salé. Et c'est pas juste un défi physique, c'est aussi psychologique. Chaque pas, c'est une question de survie. Et là, ils sortent enfin de ce faux raccourci, mais ils ont perdu au moins un mois. C'est un mois de galère juste avant l'arrivée de l'hiver. Et devinez quoi? Ils arrivent au pied des montagnes de la Sierra Nevada, pile au moment où une tempête de neige s'abat sur eux. Donc coincés, littéralement bloqués par des murs de neige, ils ont plus de provisions, plus de force, et c'est là que ça devient vraiment sombre. Au point que, pour survivre, certains vont devoir faire l'impensable. Ouais, je crois que vous voyez où je veux en venir. Et croyez-moi, l'horreur ne fait que commencer. Pensez à liker si vous aimez ce format et que vous voulez la suite des épisodes de mon aventure dans le banditisme de l'Ouest. Alors, imaginez la scène. Vous êtes bloqué dans les montagnes, entouré de murs de neige de plusieurs mètres de haut. Vous avez froid, faim, et je parle pas de j'ai sauté le petit-déj, non là c'est la vraie faim, celle qui arrache le ventre, celle qui fait halluciner en fait carrément. Les jours passent, et puis les semaines passent. Les provisions elles sont parties depuis longtemps, le bétail il est mort ou mangé, le bois pour faire du feu c'est un trésor hyper rare, et là une idée surgit, aussi terrible que désespérée, ils vont envoyer un petit groupe chercher de l'aide à travers les montagnes. C'est ce qu'on a appelé le Forlorn Hope, littéralement l'espoir désespéré. Cette expédition, elle est composée de 15 personnes, dont 2 tiers d'enfants et une femme qui décident de tenter l'impossible. Ils vont fabriquer des raquettes de fortune pour marcher sur la neige, et ils partent avec pratiquement rien. Et en fait, c'est là que le vrai cauchemar commence. Il y a le froid, il y a les blessures, il y a une fatigue extrême, et en fait, un par un, ils tombent. Ils meurent. Et quand il n'y a plus d'autre choix, quand la mort plane trop près, ils font l'impensable. Oui, voilà, il faut le dire à un moment, quoi. Ils mangent les corps de ceux qui n'ont pas survécu. De base, c'était pas de la barbarie, mais par pur instinct de survie. Sur les 15 personnes parties, seulement 7 sortiront de cet enfer blanc. 7 survivants complètement détruits, qui parviennent enfin à trouver de l'aide dans la civilisation. Et pendant ce temps-là, parce que là on a laissé le reste du groupe piégé dans le camp au lac Truckee, aujourd'hui on l'appelle le lac Donner, eux ils continuent de lutter, ils ont aucune idée de si les secours viendront ou pas, ils savent même pas si le Forlorn Hope a survécu. Mais voilà, en février 1847, il y a un miracle, les premières équipes de secours arrivent enfin. Et vous vous doutez de ce qu'elles découvrent, c'est l'horreur, à l'état brut. Des survivants à moitié morts de faim, grelottant dans des cabanes improvisées et, encore une fois, des preuves que, pour rester en vie, et après avoir mangé du cuir, du bois, des rats, tout ce qui était comestible en fait, certains ont dû franchir la dernière limite, le cannibalisme. À votre avis, il y a eu combien de survivants au total? Et si cette histoire vous captive, accrochez-vous parce qu'il y a encore des détails complètement fous sur cette expédition, vous voulez les entendre? Abonnez-vous, et on plonge encore plus loin dans le cauchemar. Vous êtes bien accrochés, parfait, parce que ce qui vient maintenant, c'est le genre de détail qui fait voir l'expédition d'honneur comme une véritable descente aux enfers. Déjà, parlons de Levis Kesberg. Le mec qui a fini par devenir le nom le plus redouté de toute cette histoire. Lui, c'est un des survivants, mais son cas est particulier. En fait, quand les secours sont arrivés pour le récupérer, il était seul dans le camp au milieu des cadavres, et pas juste des cadavres morts de faim. Non, il les avait détaillés quoi. Un foie, un poumon frais. Il y a même certains sauveurs qui affirment qu'ils s'étaient pas contentés de survivre en mangeant les morts, mais qu'il aurait assassiné les survivants affaiblis pour les manger. Il y a un doute qui plane toujours sur la réelle cause de décès des derniers survivants qui étaient avec lui avant l'arrivée de la dernière expédition de sauvetage. Puis il y a Tamsen Donner, la femme de George Donner. Quand le dernier groupe de secours est arrivé, elle a refusé de partir. Son mari était trop faible pour bouger, alors elle a décidé de rester avec lui, sachant qu'elle allait mourir. Les sauveteurs sont revenus quelques jours plus tard, et devinez quoi, elle avait disparu, aucune trace. Et Kesberg, lui, il était encore là, seul, et il a jamais voulu dire ce qui lui était arrivé. Autre détail complètement dingue, les enfants. Beaucoup d'adultes sont morts, mais paradoxalement, les enfants ont eu un meilleur taux de survie que les grands. Pourquoi? Parce que leurs parents ils faisaient tout pour les protéger. Certains adultes refusaient de manger parce qu'ils préféraient donner leur dernière miette à leurs gosses, et parfois ils se laissaient même mourir pour servir de nourriture à leurs proches. Bon, je vous donne la réponse, au final sur les 87 pionniers qui avaient quitté l'Illinois plein d'espoir, seuls 48
auront survécu à cet enfer. Mais la plus grande folie, c'est que malgré cette tragédie, les gens ils ont continué à prendre le Hastings Cut-Off, donc le raccourci de Land for Hastings. C'est un raccourci infernal qui a coûté la vie à presque la moitié du groupe, et il y a certains pionniers qui ont quand même tenté le coup les années suivantes. Aujourd'hui, au lac d'honneur, il y a un monument dédié à ces pionniers. Ce qui est fou, c'est que le socle du monument, il est aussi haut que la neige qui les a piégés cette année-là, genre plus de 6 mètres de neige. Bref, cette histoire, c'est pas juste un fait divers du Far West, c'est une des pages les plus sombres de la conquête de l'Ouest. Un truc qui montre à quel point la nature, elle peut être impitoyable, et jusqu'où l'homme peut aller pour survivre. Voilà l'histoire de fou de cette expédition. Donc là, on a terminé le chapitre 1 de RDR2. L'idée, ça va être de continuer comme ça jusqu'à la fin du jeu. Le chemin va être long et hyper intéressant, alors abonne-toi à cette chaîne YouTube, pose ton like, si t'as aimé l'anecdote, suis-moi sur Twitch pour ne pas manquer le début du chapitre 2, et je vous dis à bientôt dans l'aventure. Slice. Now be sensible out there.